Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la leçon 125 à l'agrégation externe. Donc c'est sur les extensions de corps, exemples et applications. Alors c'est réputé un petit peu difficile, un petit peu exigeant hein, comme leçon. Il faut avoir un bon niveau, il faut avoir du recul. C'est bien de connaître deux, trois théorèmes de théorie de Galois dans cette leçon, même si, a priori, d'expérience, j'ai très rarement vu des gens parler de théorie de Galois dans la leçon, parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. Mais avoir un prérequis de théorie de Galois pour pouvoir parler de certaines choses, c'est pas mal. Bon, on le verra tout à l'heure. Donc bref, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, qu'il faut savoir bien mener, et dans les exemples, évidemment, il y a les exemples naïfs et les vrais exemples. L'exemple type de R, qui a pour extension C, n'est pas un exemple sérieux, dans cette leçon, en tout cas. C'est bien d'avoir ça comme toy model, d'avoir ça comme exemple pour pas dire de bêtises, hein, quand on dit quelque chose, mais c'est exceptionnel hein, qu'un corps, on prenne, donc comme R, on prenne une extension finie et qu'on tombe sur un corps algébriquement clos. Et vraiment, c'est vraiment très très rare. Et en plus, c'est une extension de degré 2. 2, on le sait que c'est un nombre premier qui a des vertus assez exceptionnelles. Donc, il ne faut pas trop se la ramener avec, comme exemple, vous voyez, quand vous allez donner un exemple, oh bah tiens, il y a R et C. Alors, donc, on va essayer de parler de cette leçon à un niveau raisonnable, en dessous de la théorie de Galois, avec un petit éclairage extérieur de la théorie de Galois. Et ce que je conseille comme livre de référence, c'est le Perrin. Le Perrin n'est pas vraiment un livre de référence pour les extensions de corps en général, attention, mais pour les extensions de corps à l'agrégation, dans une leçon d'agrégation, ça me paraît raisonnable. Voilà. Si K est un corps, on peut regarder des polynômes de K de X et on cherche des racines. Si les racines ne sont pas dans le corps, il peut être utile d'aller chercher dans ce qu'on appelle une extension. Voilà une introduction de l'extension. Il y a une introduction de la théorie des corps qui est un petit peu plus formaliste, on va dire. Et c'est de regarder, puisqu'on a une théorie des corps, on a des morphismes de corps, mais il se trouve que comme ce sont des corps, ces morphismes, les morphismes intéressants, sont forcément injectifs, parce que s'ils ne sont pas triviaux, eh bien ils sont injectifs parce qu'il n'y a pas d'idéal non trivial dans un corps. Donc, ça veut dire que tout morphisme intéressant est une injection, et donc c'est une extension de corps. Donc voilà une autre approche. Alors, si P est un polynôme irréductible sur K, d'accord, voilà. Alors, on peut construire ce qu'on appelle le corps de rupture. Ça, c'est fondamental dans la leçon. Il est unique à isomorphisme près et il est isomorphe à K de X quotienté par P, puisque P est irréductible, K de X principal, donc il va y avoir, ça va bien être un corps, et K s'injecte dedans, assez facilement, c'est assez clair, qu'il s'injecte dedans. Voilà. Donc, on crée comme ça un corps de rupture, mais il n'est pas unique. Il est loin d'être unique. En revanche, il est unique à isomorphisme près. Donc, on construit aussi les corps de décomposition. Donc ça, c'est quand P n'est pas forcément irréductible, où on va avoir un unique corps sur lequel P se décompose complètement, se scinde, hein, est scindé. Alors, en créant un corps de décomposition, on crée des nouvelles racines pour nos polynômes qui sont sur le corps K. Mais on crée aussi de nouveaux polynômes sur L, les polynômes sur L. Et on se demande si ce processus va converger, si à un moment on va tomber à force d'aller de loin en loin, d'obtenir un corps sur lequel tout polynôme possède une racine et se décompose, et ça c'est la clôture algébrique, et là il y a existence, unicité à isomorphisme près, par le théorème de Steinitz. Alors, les exemples que vous devez avoir en tête, évidemment, c'est R avec sa clôture algébrique C, qu'on construit justement par, tout simplement, et ça c'est presque scandaleux, par un corps de rupture.
R de x quotienté par le polynôme irréductible sur R x2 plus 1. Hein. Mais vous avez par exemple, bon, il faut penser à l'exemple Q de racine cubique de 2, d'accord, qui va être isomorphe à Q de x sur x cube moins 2. X cube moins 2 qui est évidemment 2 Eisenstein, donc irréductible sur Q. Mais lui va être différent de Q de J racine cubique de 2, tout en étant isomorphe. C'est-à-dire, en prenant J racine cubique de 2, je prends une autre racine de x3 moins 2. Il faut avoir aussi en tête comme exemple les extensions cyclotomiques, c'est-à-dire Q de zeta n, où zeta c'est une racine primitive nème de l'unité, qui est Q de x sur le polynôme cyclotomique, hein, qui a un coefficient dans Z, unitaire, un coefficient dans Z, phi n. Voilà, irréductible. Il faut parler des théorèmes de descente. Si vous avez Z dans C, alors Z est dans R, si et seulement si Z bar égale Z. Et c'est intéressant les théorèmes de descente. Hein. On est allé chercher, par exemple, imaginons dans la réduction des valeurs propres à l'extérieur du corps, mais maintenant il faut voir si elles sont sur le corps de base. Ici on voit dans l'exemple que c'est un automorphisme, l'automorphisme bar, qui nous dit comment redescendre. Eh bien, c'est pareil pour les extensions cyclotomiques. Z, qui est dans une extension cyclotomique, va être dans Q si et seulement si il est invariant par des automorphismes sigma k, hein, d'accord, pour tout k premier avec n, où sigma k, il envoie zeta sur zeta puissance k, hein, ce zeta-là. Hein. Et Z dans Fpn, parce qu'il y a les corps finis, que l'on présente comme des corps de décomposition de x Pn-x, hein, sur Fp, hein, ça c'est important, et on a un théorème de descente dessus, c'est que Z qui est là-dedans, il va être sur Fp, on peut le faire descendre sur Fp, si et seulement si il est Frobenius invariant, où le Frobenius c'est l'application qui à Z donne Z puissance P. Dans cette leçon, les outils sont la dimension, et oui, la dimension des espaces vectoriels, parce que L est un K espace vectoriel, l'arithmétique, grâce au théorème de la base télescopique, l'arithmétique, le théorème de la base télescopique va nous donner une divisibilité des dimensions dans les suites d'extension, hein, dans les tours d'extension, et c'est un peu le cheval de Troie de l'arithmétique dans la théorie des corps. Ensuite, les applications, évidemment. Alors, il y a l'irréductibilité des polynômes. Effectivement, la dimension va être un degré. D'ailleurs, on appelle la dimension de L sur K, ça s'appelle le degré à cause d'un théorème sur les polynômes, c'est-à-dire que ce corps est de dimension degré de P sur K. Et donc, on va pouvoir avoir un test d'irréductibilité de polynômes par le degré. Des équations, bien sûr, puisqu'on veut résoudre des équations, mais des équations diophantiennes, par exemple, puisqu'elles sont sur Z, on peut les regarder modulo P, et ensuite partir sur des extensions de Fp. Et en algèbre linéaire, où pas mal d'invariants sont stables par extension. Par exemple, vous avez le rang d'un système de vecteurs. Vous pouvez le regarder si le système est dans K puissance n, vous pouvez le regarder dans K, mais vous pouvez aussi le plonger dans L puissance n. Et bien, il va avoir même rang. Ça, c'est fondamental. D'accord ? Et ça va prouver que, alors, pour les matrices d'endomorphisme, les matrices carrées, eh bien, vous allez avoir des invariants qui vont être stables par extension. Alors, on se doute que le polynôme caractéristique, il ne dépend pas de l'extension, ça va être la même chose. Si on prend une matrice sur K, ça va être la même chose si on la considère sur L. Mais son polynôme minimal, ça c'est assez contre-intuitif, ça va être le même. Et le polynôme minimal local en un élément, aussi, ça va rester le même sur K et sur L. Et plus généralement, ce qu'on appelle les invariants de similitude, si vous connaissez le théorème de Frobenius, c'est stable par extension. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça va prouver que quand deux matrices sont semblables, si elles sont sur K, a priori, imaginons qu'elles soient sur R, et bien, si elles sont GLN de C semblables, alors ça implique qu'elles sont GLN de R semblables. Ça, c'est un théorème de descente. Et plus généralement, si elles sont semblables sur L, alors elles sont semblables sur K, quand ce sont des matrices à coefficient dans K, bien sûr. Et je terminerai aussi par la théorie des représentations, où
les polynômes cyclotomiques et surtout les racines énièmes de l'unité sont reines, parce que c'est la théorie des représentations des groupes finis, donc on a le théorème de Lagrange, et que l'on a ce théorème qui dit que la table de caractères du groupe Sn est à valeur dans Z. Voilà. C'est un joli. Alors tout ça, toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver. Donc voilà, j'ai terminé le 6 minutes, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais en tout cas, je peux vous dire maintenant, vous allez trouver ces choses-là dans le Perrin. Les histoires de théorie de représentation, vous allez les trouver dans l'histoire hédoniste, le tome 2 de Nouvelles histoires hédonistes, hein, chapitre 13. Les histoires d'invariants qui sont stables par extension, vous allez les trouver dans le chapitre 3 de Nouvelles histoires hédonistes. Mais voilà pour le 6 minutes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plan? Les fondamentaux et puis le reste. Voilà. Ça va être moins fondamental, mais quand même important. Alors, fondamentaux. Le sous-corps premier. Quand vous avez un corps, vous avez un sous-corps premier, c'est ça qui va définir la caractéristique. N'oubliez pas, ça fait partir d'un morphisme qui va de Z dans K, votre corps K, qui a N donne N fois 1. N fois 1 qu'on appelle N, mais à force de l'appeler N, on oublie que ce n'est pas le même N. C'est le N vu dans K. Et si K est de caractéristique nulle, alors il y a une injection et vous pouvez confondre le N. En revanche, si on n'est pas en caractéristique nulle, il y a des erreurs possibles. Il ne faut pas confondre ce N-là et ce N-là. Et ça, c'est typique, par exemple, quand on prend la trace. Alors là, typique le cas où on prend la trace de l'identité d'une matrice NN et qu'on dit que c'est N. Non, ce n'est pas N, c'est N dans le corps. Voilà. Alors, ce morphisme, ici, on va avoir un morphisme d'anneau et son noyau va être sous la forme NZ. Mais comme par quotient, on va s'injecter dans le corps, N est forcément soit nul, soit premier. Et c'est ça qui va nous donner la caractéristique nulle, quand on a quelque chose d'injectif, et la caractéristique P. Ensuite, quand on a alpha dans L, une extension de K, on a un morphisme de K de X dans L, qui à P donne P de alpha. C'est l'évaluation. Et ça, c'est un morphisme d'anneau, encore une fois, dont le noyau, alors là, cette fois-ci, va être encore soit nul, et dans ce cas-là, alpha va être dit transcendant, soit alors non nul, dans ce cas-là, il va y avoir un unique polynôme unitaire, qui va être polynôme minimal, et irréductible sur K. Pourquoi irréductible? Parce que, étant donné que K de X, quotienté par l'idéal engendré par ce polynôme minimal, s'injecte dans L, eh bien, il va être irréductible, hein, parce qu'on est K de X est principal, c'est bien connu, et dans ce cas-là, on dit que alpha est algébrique. Alors, on remarquera que dans ce cas, K de alpha est égal à, donc l'image, finalement, ce qu'on va appeler K de alpha accroché, c'est cette image-là, mais comme maintenant on a quotienté par un irréductible, eh bien c'est un corps, et donc c'est le corps de K de alpha entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est les fractions rationnelles. Donc généralement on a toujours l'inclusion de la droite vers la gauche, mais ici on a l'égalité, hein, puisque ça c'est un corps. Et on a en plus que le degré de l'extension, c'est-à-dire la dimension de ça sur ça, eh bien c'est le degré de P, évidemment, parce que la dimension de K de X quotientée par P sur K, eh ben, on sait que c'est le degré de P. Voilà, alors c'est comme ça qu'on construit un corps de rupture, polynôme irréductible sur K, avec les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite, par récurrence, des corps de décomposition qui sont uniques à isomorphisme près, et avec un lemme de Zorn, on peut définir ce qu'on appelle la clôture algébrique, une clôture algébrique de K, qui est encore une fois unique à isomorphisme près. Rappelons qu'il y a des opérations sur les extensions, ça c'est tout le temps utile. Hein. Quand on a deux extensions, eh bien, on peut avoir l'intersection des deux extensions, qui va être encore une extension de K, et le produit, attention, le produit est défini comme une somme de produits
pour Li dans grand L et L'I dans grand L'. Et donc ça, si L et L' sont des extensions finies, hein, pour des raisons qui viennent de là, ça va effectivement définir un corps. Ensuite, on a donc ce que je vous ai dit, hein, cette incursion qu'il ne faut pas louper de l'arithmétique, hein, qui est importante, qui va être ici le théorème de la base télescopique, qui dit que le degré de l'extension de L sur K, si M est une extension intermédiaire, c'est le degré de L sur M fois le degré de M sur K, une espèce de relation de chaîne. La construction des corps finis, hein, qui est importante, comme corps de décomposition de xq moins x quand q est une puissance de p. Irréductible sur fp, si un polynôme de z de x, on va le prendre unitaire, est irréductible quand on le regarde modulo p, alors il est irréductible sur z, et là, c'est vraiment là où la construction des corps finis va être importante pour l'étude de la décomposition, on va dire, d'un polynôme sur fp. Et maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, hein, que les fondamentaux. Alors, je vous ai parlé des théorèmes de descente, et c'est la partie un peu Galois de la leçon, qui est la partie où vous n'allez pas parler de la théorie de Galois, rarement on en parle, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais elle est toujours là, elle est toujours sous-jacente. Alors dans quoi? Dans les théorèmes de descente, d'accord? Et ça veut dire quoi sous-jacente? Ça veut dire que vous allez la développer, mais sur des exemples. 3 exemples. L'exemple dont on a parlé, R et C, évidemment. Les polynômes cyclotomiques et les extensions cyclotomiques, et aussi les corps finis. Et les théorèmes de descente, c'est ce dont j'ai parlé dans les 6 minutes, c'est-à-dire caractérisation des éléments du corps de base à partir du moment où vous êtes dans une extension. Voilà. Et ça se fait par des invariances, par des automorphismes. Et ça part du fait que quand vous prenez un élément complexe, eh bien, il est sur R, si et seulement si il est barre invariant. La décomposition en irréductible aussi est une affaire de théorie de Galois. En fait, quand vous prenez un polynôme de k de x, eh bien, vous allez avoir la chose suivante, exactement comme dans R. Il faut penser ça dans R. Si vous avez un polynôme de R de x, vous pouvez le décomposer, le scinder sur C, et vous allez avoir des racines. Ces racines, elles sont soit réelles, soit non réelles. Mais si elles sont non réelles, et que vous avez alpha qui est racine complexe non réelle de P, alors vous êtes sûr que alpha bar est aussi racine. Ce qui veut dire que, en gros, je vais le dire comme ça, le groupe de Galois agit, donc le groupe de Galois de L sur K, bon, je dis des bêtises, mais bon, voilà, le groupe de Galois de L sur K agit sur les racines, d'accord, de P qui est dans K de X. Et mieux, quand vous allez regrouper toutes les orbites pour cette action, d'accord, donc ici alpha et alpha bar, c'est comme ça que vous allez décomposer votre polynôme en irréductible de k de x. Quand il est scindé sur L, vous avez une décomposition en irréductible sur L. Mais maintenant, le théorème de descente, grâce à la théorie de Galois, va vous permettre de réunir toutes les parties qui s'assemblent, qui vont être assemblées par le groupe de Galois, d'accord, alpha et alpha bar ici quand on est dans une extension de degré 2, et en recomposant, donc en multipliant x moins alpha facteur de x moins alpha bar ici dans l'exemple, eh bien vous allez obtenir des polynômes qui sont irréductibles sur le corps de base, ici sur R. Voilà. Alors ça c'est important, et ça provient du fait que si alpha est racine, et G qui est un automorphisme de L qui laisse fixe K, alors G de alpha est racine. Voilà. Alors on continue sur la leçon 125, extension de corps, exemple et application, et on va parler des questions de jury. Alors on commence par des petites questions, savoir construire F4, le jury peut vous demander de savoir construire F4, surtout ne pas dire c'est Z7 sur 4Z, là ce serait la catastrophe, et construire F4 comme corps de rupture. Voilà.
Alors bon, bah, il suffit de trouver un polynôme irréductible sur f2 qui soit de degré 2, hein, parce que le 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, on va avoir f4 égale f2 de x sur x2 plus x plus 1. De toute façon, ça va être le seul polynôme de degré 2 qui est irréductible sur f2. Et comment on voit qu'il est irréductible? Bah, comme il est de degré 2, 2 c'est assez petit, irréductible, ça revient à dire qu'il n'a pas de racine. Ça marche pour 2 et ça marche pour 3. Voilà. Et après, ça ne marche pas pour 4. Donc ici, voilà, vous avez ça, et donc vous avez oméga égale x bar là-dedans, hein, la classe de x, et oméga 2, forcément, va être égal à moins oméga moins 1, c'est-à-dire, comme on est en caractéristique 2, oméga plus 1. Ça nous suffit pour faire tous les calculs qu'on veut, d'inverse, de multiplication, bah, évidemment d'addition, ça c'est facile, sur le corps à 4 éléments, hein, qui va être constitué de 1, 0 évidemment, 1, oméga et oméga plus 1. On peut demander f8, bon bah pareil, la variante c'est f8, et là dans ce cas-là, il faut prendre x3 plus x plus 1, qui n'a pas de racine, et qui est de degré 3, donc qui est irréductible sur f2. Mais pour f16, là c'est un petit peu plus difficile, si on pousse jusqu'à f16, on ne peut pas continuer, parce qu'un polynôme de degré 4 qui serait irréductible, ce serait un petit peu difficile à trouver, là cette fois-ci on n'a pas un critère simple, quoique, bon, on peut en trouver, hein, mais on n'a quand même pas un critère simple. Donc, le mieux, c'est de partir de f4 et de construire un polynôme de degré 2, irréductible, mais sur f4. Donc, évidemment, on peut penser à x2 plus oméga x plus 1. Hein. Après, bah, pourquoi il serait irréductible? Bah, on montre qu'il n'a pas de racine sur f4. Donc, on prend un élément typique de f4, a plus b oméga, avec A et B dans F2, et on montre qu'il n'y a pas de racine. Voilà. Bon, j'ai dit x2 plus oméga plus 1, j'espère que ça marche. Je pense, normalement, c'est raisonnable de penser que ça marche. Extension intermédiaire entre Q. Quelles sont les extensions intermédiaires entre Q et Q de racine cubique de 2? Bon, ben, on a alpha, si on pose alpha égale racine cubique de 2, alpha est annulé par le polynôme x3 moins 2, qui est irréductible, parce qu'il est 2 Eisenstein sur Z, et donc il est irréductible sur Q, et donc ça c'est de degré 3 sur Q, et donc comme le degré est premier, ben, il n'y a pas d'extension intermédiaire à cause du théorème de la base télescopique. Ensuite, quel est le degré de Q de I plus racine de 2 sur Q? Ben, on va poser alpha égale I plus racine de 2. Déjà une première remarque, c'est que ici on a une extension de degré 2, quand on ajoute racine de 2 à Q. Quand on ajoute I à Q de racine de 2, eh ben, ça va être encore de degré 2, avec le théorème de la base télescopique, ça va faire 2 fois 2, et cette extension est de degré 4. Maintenant, si je regarde alpha au carré, je tombe sur 1 plus 2i racine de 2, hein, quand j'élève ça au carré. Donc, regardez, ça veut dire que i racine de 2 est dans Q de alpha. D'accord ? Donc, regardez, j'ai Q de i racine de 2, Q de alpha, et Q de alpha qui est dans Q de racine de 2 et de i. Donc, maintenant, ici, j'ai une extension de degré 2. D'accord ? Ça, c'est une extension de degré 4. Ce qui va faire que soit Q de alpha est égal à Q de i racine de 2, soit Q de alpha est égal à Q de racine de 2 i. Donc, un des deux. Dans le premier cas, ben, ce sera de degré 2, et dans le second cas, ce sera de degré 4. Bon, alors, si alpha était dans Q de i racine de 2, ça voudrait dire que 1, i racine de 2, donc qui forme une base de ça, et i plus racine de 2 seraient liés. Donc ça voudrait dire entre autres que 1, i racine de 2, i et racine de 2 seraient liés. Mais ça, c'est pas possible, parce qu'ils forment une famille génératrice de cet espace sur Q. Cet espace, il est de dimension 4, et comme il est de dimension 4, eh bien, ça forme forcément une base. Donc c'est pas lié,
Donc il est impossible d'avoir alpha là-dedans. Après, vous pouvez le voir autrement, hein, avec quelque chose de plus bricolo, mais je trouve qu'avec des dimensions, ça se prête très bien à la leçon. Donc ce qui va faire que Q de alpha, forcément, automatiquement, il va être égal à lui, et il va être de degré 4. Au passage, on peut vous faire calculer un polynôme de degré 4 qui serait annulateur de alpha. À partir de là, attention, n'élevez pas au carré cette relation, prenez soin de passer le 1 de l'autre côté, ça fait alpha 2 moins 1 au carré égale à moins 8. Donc alpha 4 moins 2 alpha 2 plus 9 est égal à 0. Donc au passage, vous voyez que le polynôme x4 moins 2x2 plus 9, qui est annulateur de alpha, est de degré 4, sachant que ici, le degré, ici, le Q de alpha, c'est 4, eh bien, vous êtes sûr que le polynôme est minimal. Pourquoi? Parce qu'il est de degré 4 et que tous les polynômes annulateurs, et annulateurs de alpha, et que tous les polynômes annulateurs sont multiples du polynôme minimal. Donc c'est le polynôme minimal, et donc ce polynôme est irréductible. Donc vous avez x4 moins 2x, 2 plus 9 qui est irréductible sur Q, au passage. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petites discussions d'aller-retour. Hein. On ne va pas vous demander directement de pondre ça, mais on va vous guider vers ça. Ça commence à être un petit peu plus difficile. Ensuite, très typique comme question de jury dans ce genre de leçon, montrer que x3 plus x plus 1 est irréductible sur f16. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il est irréductible sur f2, donc ça on en a parlé tout à l'heure, mais que f16 est de degré 4 sur f2, et 4 est premier avec 3. Donc ça c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est que l'arithmétique vient s'inviter à la table de cette leçon sur les corps et les extensions de corps. Comment? Par le biais du théorème de la base télescopique. Donc regardons ça. On appelle alpha une racine de x3 plus x plus 1. Et ce qu'on veut montrer finalement, en montrant que lui est irréductible, c'est que f16 de alpha est de degré 3 sur f16. Alors on sait qu'il est de degré au plus 3, puisque alpha est annulé par un polynôme ici, qui a coefficient dans f2, donc a fortiori a coefficient dans f16. Donc ici, je mets un point d'interrogation pour dire, tiens, on ne sait pas quel est ce degré d'extension, mais ce que je sais, c'est que j'ai deux moyens d'y arriver, soit f16 de alpha comme extension de f16, puis f16 comme extension là de degré 4, on le sait, de f2, soit alors f16 de alpha comme extension ici de f2 de alpha, évidemment, et extension de degré 3 sur f2, puisqu'il est irréductible sur f2, donc lui, hein, forcément, ça va être de degré 3. Bon, et bien donc ça veut dire que 3 divise le degré de ça par ça. Si j'appelle ça x, ben ça veut dire que 3 divise 4x, mais d'après le lemme de Gauss, ça veut dire que 3 divise x, d'accord? Et comme x est inférieur à 3, ça va faire que x égale 3, et donc on a l'irréductibilité. C'est quelque chose, là ça commence à être assez joli, hein, puisque on mélange les genres avec l'arithmétique. Mais là aussi, ça c'est avec la dimension, hein, donc là on utilise la base télescopique en pure dimension, vous voyez, mais là avec un peu d'arithmétique, c'est joli. Voilà, donc on va continuer avec d'autres petits exercices. Alors maintenant, deux derniers exercices avec des techniques un petit peu plus subtiles sur les corps finis. D'abord, montrer que x5 moins x moins 1 est irréductible sur Q. Alors, premier réflexe, c'est de se dire, ben voilà, on va regarder, est-ce que c'est irréductible sur Z? D'accord? Bon, maintenant, il suffit de le montrer qu'il est irréductible sur Z sur PZ. D'accord? Dans ce sens-là, ça marche, hein? La réciproque est fausse, mais s'il est irréductible sur Z sur PZ, il est irréductible sur Z, et donc irréductible sur Q, puisque Z est factorisé. Donc, on va regarder sur Z sur 5Z, d'accord? Parce que le 5 a parce que le 5 revêt un caractère plus important.
Donc on regarde ça sur f5 de x, on suppose que ça se décompose en p fois q, avec p et q dans f5 de x, et on prend une racine alpha de p. Comme on est en caractéristique 5, on a le Frobenius qui agit, et on peut dire que p de alpha puissance 5 égale 0. Mais comme c'est un automorphisme, et que p est un coefficient dans f5, donc il est Frobenius invariant, eh bien ça va faire que p de alpha 5 égale 0. Vous développez, hein, et vous tombez là-dessus. Donc ça veut dire que si alpha est racine, alpha 5 est racine. Mais alpha 5, c'est égal par définition à alpha plus 1. Donc alpha plus 1 est racine. Et de même, vous allez avoir donc alpha racine, ça implique que alpha plus 1 racine, alpha plus 2, alpha plus 3, alpha plus 4, et alpha plus 5 qui est égal à alpha, parce qu'on est en caractéristique 5. Donc on a au moins, si P a pour racine alpha, on a au moins 5 racines, dont on vérifie facilement qu'elles sont bien 2 à 2 distinctes. Donc maintenant, le degré de P est supérieur ou égal à 5. Mais il est aussi inférieur ou égal à 5 à cause de ça. Donc le degré de P est égal à 5. Et donc ça veut dire que x5 moins x moins 1 est irréductible. Voilà. Et on a tout. Ok. Un autre exercice, un peu encore plus délicat, qu'on peut traiter avec les polynômes cyclotomiques, mais de toute façon, dans l'accord fini, tout se ramène aux polynômes cyclotomiques. Hein. Donc ici, vous avez alpha, une racine primitive septième de l'unité. Septième, comme 7 est premier, ça veut dire que c'est une racine septième de l'unité qui est différente de 1. Et il faut reconnaître f3 de alpha. Bon, alors f3 de alpha, déjà, vous pouvez dire c'est un corps fini, forcément, puisque alpha est algébrique sur f3. Donc, il est de dimension finie sur f3, donc il est fini. Voilà. Alors, donc il est de la forme fq, et il faut trouver q. Voilà. Donc, ça revient à trouver le degré de l'extension. Hein. Alors, on part d'un polynôme minimal qui annule alpha. Si P est le polynôme minimal qui annule alpha, sur f3, évidemment, alors forcément alpha est racine de P, mais comme alpha est sur f3, d'après ce qu'on a vu, c'est exactement comme on a vu ici, bah vous avez alpha 3, cette fois-ci, qui va être aussi racine de P. Attention, c'est essentiel de dire que P est un coefficient dans f3, hein, parce que f3 est Frobenius invariant. Vous faites agir le Frobenius. Donc maintenant, alpha 3, vous avez alpha 9, qui est égal à alpha 2, puisque alpha est racine septième de l'unité. Donc vous avez alpha 6, à chaque fois que vous vous mettez au cube, mais alpha 6, c'est alpha moins 1. Et donc, vous avez alpha moins 3, alpha moins 2, puis à la fin, vous retombez sur vos pattes, vous retombez sur alpha. Et vous pouvez vérifier, hein, comme alpha est racine primitive septième de l'unité, c'est facile de voir, ça veut dire que alpha est d'ordre 7, et donc ces 6 éléments-là sont 2 à 2 distincts. Voilà. Donc maintenant, c'est là où vous pouvez dire que P, forcément, d'accord, est divisible par x moins alpha, facteur de x moins alpha 2, facteur de x moins alpha 3, etc. Hein, d'accord? Tous les x moins alpha k allant de 1 à 6. Mais quand vous regardez le produit de cela, donc ça, ce produit-là, vous êtes sûr qu'il divise P, mais j'affirme qu'il y a égalité. Pourquoi? Parce que ce polynôme, d'abord, il annule alpha. Maintenant, il n'y a plus qu'à dire que il a un coefficient dans f3 pour dire que c'est le polynôme minimal. Donc c'est P. Alors pourquoi il a un coefficient dans f3? Ben, en fait, il y a une action du Frobenius sur les polynômes. C'est-à-dire, par définition, fr de P, c'est le polynôme dont les coefficients sont les fr de AI, ou AI, ce sont les coefficients de P. C'est pareil quand vous mettez un P bar, quand vous dites vous avez un polynôme complexe, hein, et vous regardez P bar pour le morphisme bar. Vous mettez des barres, bien sûr pas sur X, hein, mais vous mettez des barres sur les coefficients AI. Et P est égal à P bar si et seulement si P est un polynôme réel. Donc là c'est exactement pareil. Vous faites fr de P, mais vous vérifiez facilement que cette action est compatible avec l'addition et la multiplication. Hein, donc c'est un morphisme de l'anneau, hein, de k de x dans k de x. Et ici, vous allez avoir le produit des x moins fr de alpha k. Donc,
En fait, comme ici on a pris une orbite pour le Frobenius, ben, ça va être globalement stable. Quand vous allez mettre au cube alpha, vous allez tomber là-dessus. Quand vous allez mettre au cube alpha 2, vous allez tomber là-dessus. Donc le produit est globalement stable, ce qui fait que FR de P est égal à P. Et donc P est bien un coefficient dans F3. Donc ça, c'est les théorèmes de descente dont je parlais dans la leçon, qui sont importants, voyez, et ce qui va faire que le polynôme va donc bien être un coefficient dans F3, et donc ce polynôme, c'est celui-ci, le polynôme minimal. Il est donc de degré 6, ce qui va faire que le degré de F3 de alpha sur F3, ça va être 6, et donc Q, c'est 3 puissance 6. Voilà pour les questions de jury. Après, on attaque les développements. Bonjour. Alors, on allait parler des développements sur la leçon 125, extension de corps, exemples et applications. Et j'ai reçu un message d'un follower qui s'appelle Lipschitz. Wow, la chance! Qui a passé, je crois, l'an dernier, l'oral sur cette leçon, voilà, qui a eu des questions de jury. Et on a la chance d'avoir un hypermnésique, puisqu'il se rappelait de toutes les questions du jury. Avec, voilà, je pense que soit alors il est hypermnésique, soit alors c'est le choc émotionnel. En tout cas, il faut profiter de ces choses, parce que là, c'est des vraies questions en live et récentes en plus. Donc on va regarder, il m'a donné un peu la liste. Bon, j'ai pris les plus intéressantes. Existe-t-il des racines primitives n-ième de l'unité sur Fp pour tout n? Alors, racine primitive n-ième de l'unité, ça veut dire, oui, racine n-ième, mais pas racine m-ième pour m divisant n, quoi, des vraies racines n-ième, quoi. Donc, si p divise n, non, parce que alpha puissance n, supposons qu'il soit égal à 1, alors n est égal à P fois M, et comme l'application qui a alpha donne alpha puissance P, c'est un automorphisme, c'est l'automorphisme de Frobenius sur toutes les extensions de FP, eh bien ça veut dire que alpha puissance n sur P, est aussi égal à 1. Donc on peut prendre la racine Pm en quelque sorte, puisque le Frobenius est un automorphisme. Donc on voit qu'on n'a pas de racines primitives, on a des racines n-ième, mais pas des racines primitives n-ième de l'unité. Alors, entre parenthèses, pour la petite histoire, si P, donc la réponse est non, si P ne divise pas n, alors en prenant la dérivée de ce polynôme qui est n xn-1, on voit qu'il n'a que des racines simples, parce que la dérivée ne peut pas s'annuler. Pourquoi? Parce que n n'est pas divisible par P, donc déjà n n'est pas nul, modulo P, et en plus, x puissance n-1 ne peut pas être nul, parce qu'il est nul quand 0, et 0 n'est pas racine de l'unité. Donc, la dérivée n'étant pas nulle aux racines, on n'a que des racines simples. Xn-1 n'a que des racines simples. Donc comme il va se décomposer en produit de polynômes cyclotomiques, c'est vrai sur Z, ça c'est dans la leçon, donc c'est vrai sur Fp, en réduisant modulo P, eh bien on va prendre les racines de phi n, et les racines de phi n ne peuvent pas être racines de phi d pour d divisant n. D'accord ? Voilà, parce que sinon il y aurait des racines multiples. Et donc il y a des vraies racines de phi n qui vont être des racines n-ième de l'unité, qui ne sont pas des racines d-ième de l'unité. Et donc contrairement à ici, on va avoir tout le temps des racines primitives n-ième de l'unité, si cette condition est vérifiée. Voilà, on va dire la réponse complète, mais je pense que le jury se serait contenté déjà de cette réponse. Maintenant, deuxième question, comme le candidat Lipschitz avait mis, contrairement à moi, le théorème de Gauss-Wentzel dans la leçon, donc on peut mettre, moi bon, je le mets pas, mais on peut le mettre, c'est quand même une application qui historiquement a son intérêt évidemment. Donc il y a des tas de questions. Alors le théorème de Gauss-Wentzel, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un nombre est constructible à la règle et au compas si et seulement si si on l'appelle alpha, si et seulement si Q de alpha possède une tour de corps de degré 2 sur le précédent.
je ne sais pas comment dire ça bien, mais vous voyez, donc il faut une tour de corps où à chaque fois un corps intermédiaire est de degré 2 sur le corps précédent. Eh bien, c'est ainsi et seulement si. En général, on ne se sert que d'une condition nécessaire, c'est qu'il est déjà nécessaire que Q de alpha soit de degré une puissance de 2. Ça, c'est déjà bien. Le côté suffisant est déjà un petit peu plus rare. Alors, donc les questions étaient, est-ce qu'on peut construire un cube de volume 2 ? Donc la réponse est non, parce que si alpha est le côté du cube, alpha ça va être racine cubique de 2, donc Q de alpha est de degré 3 sur Q. Pourquoi ? Parce que x3 moins 2 est un polynôme irréductible, il est de Eisenstein, voilà. Donc, bon, ça va faire que 3, c'est pas une puissance de 2, c'est de degré 3, donc ça va pas être constructible, c'est tout. Après, vous avez des tas d'autres questions comme ça. Est-ce qu'on peut construire un carré de surface d'air pi ? Pareil, non. Voilà. Pi est transcendant, racine de pi est transcendant. Maintenant, il n'a pas eu comme question, et ça c'est normal, hein, mais je vais prendre la question la plus difficile autour de ce théorème de Gauss-Wentzel, c'est est-ce qu'on peut trouver alpha de degré 4 sur Q et qui ne soit pas constructible à la règle et au compas ? Alors, un exemple, c'est x4 moins 2x plus 2, on prend alpha, une racine, on va dire, réelle, donc il faut qu'il possède quand même une racine réelle, donc il faut montrer qu'on a une racine réelle là, et qu'il soit racine de ça. Alors, bon, on va montrer que bon, ça va être irréductible. Son groupe de Galois, alors groupe de Galois, là on est obligé de le dire, hein, c'est A4. Alors à ce sujet, pour avoir tous les sous-groupes de S4 possibles et des polynômes associés tels que leur groupe de Galois soit à ce groupe-là, regardez le frais et joyeux livre de Brey et Naimé, qui s'appelle déjà le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses, dont j'ai parlé déjà dans une vidéo et que je trouve vraiment, vraiment très sympathique à lire. Donc ça, vous pouvez voir des exemples comme ceci. Et là, eh bien, il se trouve que il va posséder, A4 possède un sous-groupe d'indice 4, ben oui, un sous-groupe d'indice 4 de A4, c'est juste engendré par un 3 cycle, hein, voilà, c'est un groupe d'ordre 3, donc engendré par un 3 cycle. Donc vous allez avoir un sous-groupe d'indice 4, et donc vous allez avoir une extension de degré 4, mais en revanche, vous n'avez pas de sous-groupe d'indice 2, sinon il serait distingué en A4 et simple. Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir cette subdivision proposée par le théorème de Gauss-Wentzel qui serait nécessaire à avoir une construction à la règle compas, puisqu'à la règle compas, on ne peut que résoudre des équations de degré 2 successives, et non pas des équations, on peut pas faire un grand pas sur une équation de degré 4. Voilà. Une autre question, reconnaître l'anneau, f17 de x quotienté par x2 moins 11. Effectivement, c'est un anneau, puisque c'est un anneau de polynôme quotienté par un idéal. On va affirmer que c'est f17 au carré, parce que lui est irréductible, donc ça rentre dans le cadre des corps de rupture. Pourquoi c'est irréductible ? Parce qu'il n'a pas de racine. Comme il est de degré 2 et qu'il n'a pas de racine, il va être irréductible. Et pourquoi il n'y a pas de racine ? Parce que 11 n'est pas un carré modulo 17. Alors on le fait avec la réciprocité quadratique, hein. 11 modulo 17, c'est 17 modulo 11, parce que 17 est congru, 17 moins 1 est multiple de 4. Donc ça fait 6 modulo 11, donc ça fait 2 fois 3, là, comme ça, modulo 11. 2 modulo 11, ça fait moins 1 puissance 11 au carré, moins 1 sur 8. Ça, on trouve que ça fait 15, donc ça fait moins 1. Et là, on refait la loi de réciprocité quadratique, c'est 11 modulo 3 fois moins 1, parce que 3 et 11 sont tous deux congrus à 3 modulo 4. Donc ça fait moins 1, et puis là, on va avoir 2 modulo 3, et là, en tout, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que 11
n'est pas un carré modulo 17, et donc on a x carré moins 11 qui est irréductible, et donc c'est un corps. Et comme il y a un unique corps de degré 2 sur F17, bah, c'est celui-ci. Voilà. Et puis ensuite, ils ont terminé sur les questions Q de racine de 2, racine de 3 sur Q. Quel est le degré de cette extension? Bon, bah, on le fait progressivement. Q de racine de 2, bah, voilà. Donc ça, c'est annulé par x2 moins 2, qui est irréductible. Donc ça va être de degré 2. Là, c'est annulé par x, irréductible sur Q. Là, c'est annulé par x2, donc on rajoute racine de 3. Donc c'est annulé par x2 moins 3. Est-il irréductible sur Q de racine de 2? Alors c'est pas évident. Vous voyez, si c'était racine septième de 3, là ça aurait été évident, vous voyez, paradoxalement, pour les raisons arithmétiques dont j'ai parlé. C'est-à-dire que 7 est premier avec 2. Et donc x7 moins 3, qui est irréductible sur Q, va rester irréductible sur Q de racine de 2, parce que 7 est premier avec le degré de cette extension, c'est-à-dire 2. Voilà, donc ça aurait été plus facile. En revanche, à partir du moment où là, vous avez un polynôme de degré 2 sur une extension de degré 2, 2 n'est pas premier avec 2, donc forcément, vous avez un problème. Il faut vérifier quand même quelque chose pour dire que ça reste de degré 2. Donc, soit c'est de degré 1, soit c'est de degré 2. Voilà. Donc ici, il faut montrer que ce n'est pas de degré 1. Mais si c'était de degré 1, racine de 3 serait là-dedans. Donc il s'écrirait a plus b racine de 2 avec a et b rationnel. On élève au carré et on voit que ça voudrait dire que racine de 2 serait rationnelle. Et ça, quand vous élevez au carré, quand vous utilisez le théorème fondamental de l'arithmétique, donc l'unicité et la factorialité, quoi, vous voyez que c'est pas possible. Et donc, voilà, c'est terminé. Et vous voyez bien que racine de 3 ne peut pas s'écrire comme ceci. Et donc là, on a une extension de degré 2, ce qui nous fait une extension de degré 4. Et donc, il ne restait plus que 10 secondes à Lipschitz pour répondre à la question, au pif comme ça, sans aucune justification. Quel est le degré de cette extension-là? Et bien évidemment, comme on rajoute j qui est annulé par x2 plus x plus 1, et que j manifestement n'est pas là-dedans, il est forcément de degré 2, hein, j va être de degré 2 sur ça, et donc on va avoir 8 ici. Et c'était terminé, et on félicite Lipschitz. Enchantée, sauf que moi je m'appelle pas Marie-Joëlle, je m'appelle Stéphanie. Oh, bah ça tombe bien parce que lui, c'est pas vraiment François, c'est Francis. Ah, Francis Huster. Francis Huster. Parce qu'il a eu l'agrégation grâce à cette leçon et certainement grâce à autre chose. Trop de bisous pour un enfant. En plus, je dîne avec madame. Alors maintenant, on va parler de petits développements et des grands développements aussi pour la leçon 125 sur les extensions de corps, exemples et applications. Alors, le premier qui me vient à l'idée, c'est déjà de parler quand même des polynômes cyclotomiques qui sont importants. Phi n est irréductible sur Q. Alors ça, vous pouvez le trouver dans le Perrin, chapitre 3, je crois, 2 ou 3. L'idée de la preuve, donc je ne donne pas la preuve, mais juste les grandes lignes. Si phi n est non irréductible, étant donné que ces racines, ce sont des racines primitives n-ième de l'unité, donc c'est des oméga puissance k, avec k premier avec n, et oméga racine primitive n-ième de l'unité. Ça veut dire qu'on pourrait scinder phi n en mettant une racine primitive de l'unité et une autre qui serait une puissance p-ième de cette racine, et tous les deux seraient compartimentés dans des polynômes irréductibles différents. Voilà. Ça, c'est parce que on passe d'une racine primitive de l'unité vers toutes les racines primitives de l'unité en multipliant par des nombres premiers avec n. Donc, on pourrait trouver un polynôme irréductible. Alors d'abord, évidemment, je montre qu'il est irréductible sur z. Perrin montre qu'il est irréductible sur z. Et ensuite, que s'il était non irréductible, il existerait deux polynômes irréductibles sur z, s'il était non irréductible sur z,
tel qu'on aurait une racine zeta racine de f et zeta puissance p racine de g. Voilà. Avec p, bien sûr, premier avec n, parce que c'est ce que je vous disais, hein, quand on est dans z sur nz étoile, on peut toujours obtenir tous les éléments de z sur nz étoile en partant d'un élément et en multipliant à chaque fois par un p premier avec n. Bon, alors, maintenant, ça veut dire quoi? On l'interprète comme ceci. Si on regarde g de xp, ben, zeta est racine de g de xp. D'accord, d'après ça. Donc, comme f est irréductible, c'est-à-dire que f divise g de x puissance p. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Et maintenant, je regarde ça sur fp de x. Mais sur fp de x, g de xp, c'est g de x le tout puissance p. Alors attention, parce que f bar ne reste pas irréductible, mais il a toujours un diviseur irréductible phi. Et là, on va se retrouver avec phi qui divise g bar, mais phi divise g bar et phi qui va diviser donc gxp. Donc comme phi est irréductible, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des multiplicités si f est différent de g. Voilà, donc en gros, le truc, c'est que comme n est premier avec p, phi n bar n'a que des racines simples sur fp, et c'est avec ça qu'on va trouver la contradiction. Voilà les grandes lignes. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Si vous avez tout compris à ce que j'ai dit, attendez un moment avant de prendre le volant. Alors maintenant, deuxième développement. Si z sur nz étoile est non cyclique, le groupe multiplicatif, hein, alors phi n bar est non irréductible modulo p, quel que soit p premier. Par exemple, vous allez prendre n égale 8, vous avez z sur 8z étoile, c'est z sur 2z croix z sur 2z, donc il est non cyclique, par le théorème de structure par exemple, et donc x4 plus 1, c'est phi 8, hein, et va se réduire modulo p, quel que soit p premier. Donc voilà, on a d'ailleurs un joli contre-exemple, hein, qu'on peut avoir un polynôme qui est irréductible, et pourtant, modulo p, il se réduit quel que soit p. Alors qu'on sait que s'il était irréductible pour un seul p, alors il serait irréductible dans z. Hein, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez le trouver donc, dans vos carnets de voyage en algèbre. Alors, première idée, xn-1 se décompose en polynôme phi d, polynôme cyclotonique. Donc maintenant, modulo p, on a aussi cette même décomposition. Sauf que les phi d bar ne sont pas irréductibles a priori. Et là, je prends p premier avec n, et je montre que toute racine de phi n bar est racine primitive n-ième de l'unité. On l'a déjà vu auparavant hein, dans les choses que j'ai expliquées sur cette leçon 125. En gros, il ne peut pas être racine plus petite que n, donc d divisant n, parce que sinon, comme il serait déjà racine de phi n bar, il serait racine de phi d bar, et donc racine multiple de xn-1, et donc c'est pas possible parce que xn-1 n'a que des racines simples. Il suffit de calculer la dérivée et utiliser le fait que p est premier avec n, donc modulo p, xn-1 n'a que des racines simples. Deuxièmement, alpha est maintenant racine de phi n bar. Donc alpha est racine primitive n-ième de l'unité. Donc alpha est d'ordre n dans le groupe multiplicatif du corps auquel il appartient. Donc alpha, qui est d'ordre n, donc on l'a vu précédemment, si alpha est racine d'un polynôme de fp de x, alors alpha puissance p est racine du même polynôme, parce qu'on fait passer le Frobenius, et qui a un automorphisme de corps, donc qui laisse fixe fp. Donc alpha puissance p est racine, alpha puissance p2 est racine, etc. Alpha puissance pk est racine de phi n bar. Maintenant, on risque de tourner en rond, parce qu'au bout d'un moment, on va retomber sur alpha, il n'y a pas une infinité de racines là-dedans. Et il se trouve que, comme alpha est d'ordre n, on retombera sur alpha exactement quand on aura atteint l'ordre, juste avant d'avoir atteint l'ordre de P dans Z sur NZ étoile. Modulo n, puisque c'est l'ordre de alpha.
Donc maintenant, troisièmement, on regarde l'ordre de P dans Z sur NZ étoile. Ça va nous faire exactement une orbite du Frobenius sur alpha qui agit sur alpha, qui va être l'ensemble des alpha puissance pk, k allant de 0 à cet ordre-là, moins 1. Donc ça fait O éléments, O c'est cet ordre. Et ça, c'est Frobenius invariant, puisqu'on a multiplié sur une orbite, et donc c'est dans Fp de x. Et ça va diviser, évidemment, ça va être des éléments 2A2 distincts, parce que alpha est d'ordre n, et ça va diviser phi n bar. Mais ça fait O éléments qui divise phi n bar. Donc, si P n'est pas un générateur de Z sur n bar, ceci ne peut pas être de degré phi de n. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir que ce polynôme-là divise strictement phi de n bar, et phi de n bar n'est pas irréductible. Voilà, toujours pareil, je vous donne juste les idées. Maintenant, je vous conseille de regarder les choses en détail, mais au moins, là, on a mis à peu près tous les jalons. Alors, on continue sur les développements possibles. Un très joli développement, c'est que la table de caractères de Sn, alors ça, il faut connaître un peu la théorie des représentations, la table de caractères de Sn n'a que des nombres entiers. Alors, d'abord, ça se fait avec un petit lemme qui dit que dans une extension cyclotomique, si zeta, par exemple, c'est une racine primitive n-ième de l'unité, on a un théorème de descente, encore une fois, qui nous dit que si un élément, si et seulement si, un élément de z de zeta est invariant par les automorphismes cyclotomiques, donc qui a zeta en voie zeta puissance k, k premier avec n, donc c'est invariant par tous ces automorphismes, c'est un espèce de invariant par le groupe de Galois, si et seulement si ce nombre, qui était a priori dans Z de zeta, se trouve dans Z. Donc il suffit de montrer que ces automorphismes agissent trivialement sur ce nombre pour montrer que c'est entier. Donc il faut faire agir sur les nombres qui sont dans les tables de caractères, il faut faire agir par ces choses-là. Et justement, c'est assez facile de démontrer qu'ils sont bien dans Z de zeta. Alors maintenant, on remarque que K, s'il est premier avec factoriel n, alors l'application qui a x donne x puissance k de Sn dans Sn, c'est une application qui fixe les classes de conjugaison. Alors je vous rappelle que les caractères irréductibles, ils agissent sur les classes de conjugaison, et c'est ça qui nous donne les éléments de la classe de caractères. Donc toute action sur les classes de conjugaison, par dualité, devient une action sur les caractères irréductibles. Mais cette action, comme elle était triviale sur les classes de conjugaison, eh bien, elle devient triviale sur les caractères irréductibles. Donc il suffit de regarder un petit peu dans les yeux cette action, pour voir que ça correspond exactement à l'action de ces automorphismes cyclotomiques. Et donc, être invariant par ces automorphismes cyclotomiques revient à être entier. Voilà l'idée. Alors maintenant, c'est algébriquement clos. Ça, c'est un joli développement que vous pouvez trouver dans Carnet de voyage en algébrie. C'est la preuve la plus algébrique que je connaisse. Normalement, c'est algébriquement clos, ça se montre toujours avec de l'analyse. On est obligé de mettre de l'analyse parce qu'il y a du réel dedans, donc l'analyse est incontournable. Mais là, on peut la circonscrire à quelque chose de trivial, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires, et c'est tout. C'est inspiré, on va dire, d'une preuve de Pierre Samuel, que vous pouvez trouver dans le livre de Pierre Samuel, mais dans une version matricielle, et donc liée à la réduction. Et donc, c'est très, très transversal. D'accord ? C'est d'ailleurs assez amusant à quel point l'algèbre, on s'en rend compte quand on fait des développements, est transversal, comme tout. Il y a une énorme entraide entre l'arithmétique, la réduction, la géométrie, tout ça, ça s'entraide, ce qui n'est pas forcément vrai pour les développements en analyse. Il faut se creuser un peu plus la tête
pour trouver des développements, des choses qui sont transversales, qu'on peut placer un peu partout. Hein. En gros, l'algèbre, c'est quand même la communauté de l'anneau, hein, si on veut. Alors allons-y. Quelles sont les idées dans C algébriquement clos, telles qu'on va trouver dans Carnet de voyage en algébrie? Donc il faut qu'on prenne un polynôme P et montrer de C de X, et montrer qu'il possède une racine dans C. Donc quitte à multiplier P par P bar, on obtient un élément de R de X, donc on se ramène à R de X. Et là, on fait une récurrence sur la deux-valuation du degré de P. Ça, c'est une idée de Pierre Samuel. Pourquoi? Parce que si cette deux-valuation est nulle, alors le degré est impair. Et un degré impair, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il y a une racine. Donc maintenant, on va supposer que c'est vrai jusqu'à un degré dont la deux-valuation est m-1. Et je vais supposer que le degré, maintenant, du polynôme que j'appelle n, a pour deux valuations m. Et maintenant, je vais regarder Cp, la matrice compagnon de mon polynôme P, et je vais regarder de Sn dans Sn. Alors ça, c'est les matrices symétriques. Dans les matrices symétriques, l'application linéaire, l'endomorphisme, qui envoie S sur CPS plus SCP transposé. Et S donne CPS, CP transposé. Et on voit bien que c'est un endomorphisme, que ça va bien des matrices symétriques, hein, dans les matrices symétriques. Et pourquoi je fais ça? Parce que la deux-valuation de la dimension de Sn, la dimension de Sn, les matrices symétriques, on sait que c'est n plus 1 sur 2, hein, c'est ça la dimension. Eh bien, la deux-valuation de n plus 1 sur 2, eh bien, on voit que c'est m-1. On est descendu. Ce nombre-là, il a l'air plus grand, mais en deux-valuation, il est plus petit. Donc, on va pouvoir l'appliquer au polynôme annulateur, un polynôme annulateur de ça. Et ça, c'est facile de trouver un polynôme annulateur de ça, et c'est lié au polynôme caractéristique de Cp, c'est-à-dire P. Voilà l'idée, hein, je vous laisse regarder, et vous voyez qu'à partir du moment où on a fait l'initialisation, il n'y a plus d'analyse. La partie centrale est une partie algébrique, hein, grâce à cette idée de Pierre Samuel. On utilise aussi dans la preuve le fait que c'est quadratiquement clos. Et ça, c'est facile à démontrer. C'est-à-dire que quadratiquement clos, ça veut dire qu'une équation de degré 2 sur C, on sait qu'elle a toujours des solutions, hein, des racines dans C. Et ensuite, alors toujours dans Carnet de voyage en algébrie, celle-là, elle est magnifique, mais elle est un peu plus difficile. Si Q est une forme quadratique sur un corps K, et si L sur K est une extension de degré impair, à partir du moment où vous avez un vecteur isotrope sur Q, mais ce vecteur isotrope non nul sur Ln, alors vous avez un théorème de descente qui vous dit qu'il existe V0 sur Kn non nul et isotrope. C'est le théorème c'est un théorème de Springer, et ça fait un très joli théorème. L'idée, c'est de faire une récurrence, hein, sur le degré, et de toute façon, si on a un degré impair, on va avoir une suite, hein, de corps de degré impair, et à chaque fois, on le fait, mais c'est pas une récurrence sur un corps K fixé, c'est une récurrence sur un corps de base qui est quelconque. Et pour passer d'un degré à un degré plus petit, on va changer le corps de base et le remplacer par un corps de rupture de degré impair sur K. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et bon, vous pouvez regarder, ça fait un développement un peu difficile. Donc ici, c'est des développements assez ambitieux, hein, la table de caractères. C'est algébriquement clos par la réduction. Et donc, bon, ça a bien sa place quand même là-dedans. Et le théorème de Springer, qui est vraiment très très joli, un petit peu ambitieux quand même. You cannot